Alors je suis désolé de vous faire mal au crâne, mais ça c'est un des trucs qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer au sujet énergétique et climatique sans revenir à de la physique, de la biologie et de la chimie. Donc si vous n'en avez pas fait pendant vos études, il faudra que vous en fassiez après si vous avez l'ambition de comprendre quoi que ce soit dans ce domaine. Voilà, c'est très désagréable, mais il faut y passer. Alors l'énergie, vous savez qu'il y a un ministre qui s'occupe de l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas eu un ministre que j'ai fréquenté qui s'occupait de l'énergie qui était capable de me donner la définition de l'énergie. C'est une grandeur physique qui se définit comme étant ce qui permet de quantifier le changement d'état d'un système. Un système qui change d'état, c'est un système qui se présente différemment après de ce qu'il était avant. Alors vous pouvez avoir ça par exemple quand vous avez un système qui change de température. Vous pouvez avoir un changement d'état quand un système change de vitesse. Vous pouvez avoir de l'énergie qui entre en jeu quand vous changez une forme. Vous pouvez avoir de l'énergie quand vous changez une composition chimique, c'est ce qui se passe dans votre corps et qui vous maintient à 37 degrés, ce qui a quelques avantages. Vous pouvez avoir de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez un électron qui se balade dans un champ magnétique, etc. Donc vous avez un certain nombre d'interactions, de choses qui se passent dans l'univers. Le Soleil change en permanence de composition atomique et c'est à cause de ça qu'il nous envoie plein d'énergie. Donc il faut savoir que l'énergie solaire, à la base, c'est de l'énergie nucléaire. En ce qui concerne l'énergie, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer les lois qui s'appliquent, elles sont toujours valables. Et alors en particulier, il y en a une qui est cardinale dans le domaine de l'énergie, qu'on appelle la loi de conservation. Dès que vous avez un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie dans ce système ne change pas. Ce qui veut dire que pour que l'humanité puisse exploiter de l'énergie à son profit, et donc embarquer dans l'humanité et tous les objets qu'elle manipule plus d'énergie qu'avant, il faut nécessairement l'avoir prise à l'extérieur. Nous n'avons pas la possibilité, tel Harry Potter, de mettre une machine en mouvement sans lui donner à manger de l'énergie qui vient de l'extérieur de la machine. Ce qui veut dire que pour utiliser de l'énergie, l'humanité doit la prendre dans l'environnement là où elle existe déjà. Dans le jargon des énergéticiens, ça s'appelle une énergie primaire, l'énergie que vous trouvez déjà dans l'environnement. C'est du pétrole, c'est du charbon, c'est du bois, c'est de l'eau qui tombe, c'est du soleil, etc. Voilà, c'est ça les énergies qu'on va trouver dans l'environnement. Et on va l'exploiter à notre profit en la donnant à manger à ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire un objet ou un système qui va en faire autre chose, qui nous intéresse évidemment plus que l'énergie qu'on a prise dans l'environnement. Alors le premier convertisseur qu'on a utilisé historiquement, c'est nous. Nous sommes un convertisseur d'énergie. Dans votre propre corps, je vais rentrer de la chaleur, celle de l'extérieur, de l'air ambiant, et à manger, et puis parfois à boire aussi du reste. Et avec ça, je vais obtenir de la chaleur, c'est le maintien de votre corps à 37 degrés, et c'est du mouvement. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait domestiquer à notre profit d'autres convertisseurs que notre propre corps. Alors on a commencé avec les animaux de trait, puis derrière on s'est mis à domestiquer des convertisseurs faits de matière inanimée, donc ça a été l'essor des énergies renouvelables. Et puis il y a 2 siècles, il y a messieurs Watt, Papin, Diesel, etc. qui nous ont dit « bougez pas, j'ai beaucoup mieux que ça, nous allons maintenant domestiquer des convertisseurs qui s'appellent des moteurs ». Les moteurs à combustion interne et les machines à vapeur, à qui nous allons pouvoir donner à manger du bois, puis du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va quand même être autre chose. Et effectivement, on a vu ce qu'on a vu, ça allait effectivement être autre chose. Voilà à quoi nous sert l'énergie, à domestiquer toutes ces machines, qui sont autant de prothèses surhumaines qui vont travailler pour nous. Vous voyez, une pelle mécanique que vous avez là est 10 000 fois plus puissante que les bras de son conducteur. Le train qui m'a amené ici, il est 100 000 fois plus puissant que les jambes de son conducteur. Un avion, il est 1 million de fois plus puissant que les jambes du pilote. Et le simple mixeur à soupe, quelqu'un a déjà mixé de la soupe dans cette salle? Il est puissant comme 4 fois vos jambes. Dans un monde sans machine, pour que l'humanité vive comme aujourd'hui, il faudrait que chaque terrien ait 200 esclaves à sa disposition H24. Si je prends les Français, on est plutôt à 600. Et si je prends les gens dans cette salle qui viennent de catégories socio-professionnelles supérieures, vous êtes plutôt entre 1000 et 1500. Une autre manière que j'ai de vous dire la même chose, c'est dans un monde sans machine, je divise le PIB par 200. Je divise la capacité de transformation des ressources naturelles par 200, et donc ça coûte 200 fois plus cher de faire une chemise, un verre, une table, une chaise. Ce qui est à peu près ce que ça coûtait il y a 1 siècle et demi. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez ce superbe graphique, alors ce superbe graphique, il vous dit quoi ? Dis-moi combien d'énergie le monde consomme, c'est-à-dire combien de machines bossent pour nous, et je te dirai quel est le PIB. Aussi simple que ça. Question, dans un monde qui va devenir sobre en énergie, à votre avis, est-ce qu'on va garder le même PIB? Est-ce que vous pensez que les jobs qu'on va offrir sont les mêmes, pour faire la même chose, situés au même endroit, et payés pareil? La réponse est évidemment non. Le stress d'approvisionnement européen en pétrole et en gaz ne va faire que croître et embellir. Et que ce n'est pas avec les ENR et le nucléaire qu'on va compenser la vitesse de la baisse. On va décarboner de toute façon,
puisque le pétrole, le gaz et le charbon sont épuisables, mais on ne va pas décarboner à moyen croissant. Donc la croissance verte, il n'y en aura pas, parce que le PIB, c'est de l'énergie. Donc en fait, nous allons devoir décarboner à moyen décroissant. Donc on va décarboner avec moins d'argent pour l'hôpital, moins d'argent pour l'enseignement supérieur, moins d'argent pour ceci, moins d'argent pour cela, et tout qui va se mettre à coûter plus cher. La décarbonation, à terme, c'est la fin de la mondialisation, et donc la décarbonation progressive va être la démondialisation progressive. Vos vêtements, c'est que de la mondialisation, mais vos aliments aussi, parce que les aliments sont cultivés avec des engrais, les engrais sont fabriqués avec du gaz, et le gaz, il n'est pas en France. Donc vous avez que de la mondialisation partout et tout le temps, dans tous les objets de la vie courante, vos casseroles, les cosmétiques, les shampoings, tout ça, c'est de la mondialisation. Qu'est-ce qu'on fait dans une économie qui se démondialise? Ça, voilà le challenge. Il est là, le challenge.